Alors bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui ici au Collège de France Jennifer Pitts, qui est professeure de sciences politiques à l'Université de Chicago. Et Jennifer est une spécialiste de l'histoire de la pensée politique et de l'histoire du droit international, avec un intérêt tout particulier pour cette période qui court entre le XVIIIe siècle et le XIXe siècle, entre les Lumières et le moment libéral, ce moment en fait de bascule, sur lequel elle a publié de nombreux travaux, et en particulier 2 livres extrêmement importants. Le premier est une étude fondamentale sur, justement, là encore, la bascule entre 2 générations libérales, la génération d'Adam Smith, donc la génération associée plutôt aux Lumières, et de Benjamin Constant, et puis une deuxième, la génération suivante, qui est plutôt la génération Tocqueville et Stuart Mill, et elle montre comment, entre ces 2 générations, les liens entre libéralisme politique et impérialisme se sont renversés. Le deuxième livre, donc ce livre a été traduit, j'ai oublié de le dire, donc, en français en 2008 sous le titre « Naissance de la bonne conscience coloniale » aux éditions de l'Atelier. Plus récemment, elle a publié un autre livre extrêmement important qui s'appelle « Boundaries of the International Law and Empire », publié donc aux éditions d'Harvard en 2018, que j'ai eu l'occasion d'évoquer lors d'un des cours sur l'universalisme cette année, pour ceux qui me font la confiance de les suivre. Elle a aussi édité de nombreux recueils, volumes et recueils collectifs, mais c'est elle que vous êtes venu écouter et pas moi, donc je ne vais pas être trop long. Je voudrais simplement donc signaler que la conférence qu'elle va donner aujourd'hui s'inscrit dans le cadre d'une recherche qu'elle mène sur la pensée abolitionniste des Lumières et du libéralisme. Et donc on a là ici un point de rencontre évident, enfin on a beaucoup de points de rencontre, vous pouvez le deviner, par rapport à nos sujets de recherche et à nos intérêts. Et la conférence d'aujourd'hui est consacrée à l'œuvre d'Otoba Cugoano, qui est un ancien esclave affranchi, qui a écrit un des premiers traités abolitionnistes écrits par un ancien esclave, un traité particulièrement audacieux, publié en Angleterre, en anglais, en 1787, puis traduit en français, traduction anonyme, et c'est cette traduction qui intéresse particulièrement Jennifer, vous allez le voir dans un instant, puisque avec son collègue Michael Suarez, ils ont une hypothèse forte, novatrice, inédite, avec de nombreuses conséquences pour notre compréhension du mouvement abolitionniste transnational à la fin du XVIIIe siècle. Et donc, je lui cède la parole avec un très grand plaisir. Merci beaucoup, Antoine. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus. Je m'excuse pour mon français et j'espère que vous arrivez à me suivre sans trop de difficultés. Je suis reconnaissante à Antoine Linty de m'avoir invité à faire cette présentation. Le cours qu'il a donné cet hiver sur les universalismes des Lumières a été un riche plaisir et une source d'inspiration. Ma présentation aujourd'hui, comme il a dit, aborde certains des mêmes thèmes, comment les penseurs du XVIIIe siècle ont abordé la relation entre les idéaux cosmopolites de droit et de justice et les brutalités des empires européens et leur commerce mondial. Je me concentrerai sur un moment très particulier de cette histoire, la publication de l'un des textes anti-esclavagistes les plus radicaux du XVIIIe siècle et sa traduction en français. Cette présentation, comme il a dit, est basée sur les recherches que je mène avec mon collègue Michael Suarez, directeur de la Rare Book School et professeur de la littérature anglaise à l'Université de Virginie. Comme l'a fait le professeur Liltis lors de ses conférences, je voudrais faire une remarque sur le vocabulaire du XVIIIe siècle. Le terme « nègre » était très couramment utilisé par les écrivains français de l'époque et n'était pas nécessairement péjoratif. Il apparaîtra dans certains des passages que je cite et je m'en excuse à l'avance car il peut sembler troublant
dans le contexte contemporain. Cela dit, j'ai été frappée en lisant un des manuscrits de Condorcet sur l'esclavage, apparemment de 1789, qu'il utilisait surtout le terme noir et plus d'une fois il a barré nègre et l'a remplacé par noir. Là-bas et là. Comme si l'autre n'était pas plus approprié. Je voudrais vous prévenir aussi qu'il se trouve dans des passages que je présenterai des orthographies quelquefois bizarres, mais ce ne sont pas, j'espère, des coquilles d'une anglophone, mais c'est l'orthographie du XVIIIe siècle. En 1787, Otoba Cugoano, né dans un village chanté sur la côte de l'Afrique de l'Ouest, dans l'actuel Ghana, kidnappé et réduit en esclavage alors qu'il était enfant, a publié Thoughts and Sentiments on the Evil of Slavery, Réflexions et sentiments sur le mal de l'esclavage. Cugoano raconte brièvement l'histoire de son enlèvement de son pays natal et de son transport jusqu'à la Grenade, où il a été maintenu dans, je cite, « une captivité épouvantable et un horrible esclavage » pendant environ 8 ou 9 mois, assistant aux scènes les plus terribles de misère et de cruauté. Il écrit qu'il a été délivré de l'esclavage par la providence divine, arrivant en Angleterre avec un gentleman anonyme qu'il a gardé comme serviteur. Il est arrivé au moment de la décision de Lord Mansfield dans l'affaire Somerset, qui a été largement interprétée comme l'abolition de l'esclavage sur le sol anglais. À Londres, il a appris à lire et à écrire et s'est converti au christianisme et baptisé dans l'église de St. James à Piccadilly en 1773. L'année dernière, l'église a installé une plaque commémorative à l'occasion du 250e anniversaire de son baptême. Au moment de la rédaction du livre, il était employé comme domestique par les peintres mondains Richard et Maria Cosway, pour lesquels il travailla jusqu'en 1791, date à laquelle il disparaît des archives publiques. Il est peut-être mort en cette année. Cette gravure montre Cugoano avec les Cosway, et certains chercheurs ont avancé aussi que ce portrait d'inconnu en costume rouge pourrait également être celui de Cugoano. Avec Olaudah Equiano, il fut l'un des fondateurs du groupe abolitionniste The Sons of Africa, et alors l'un des premiers Afro-Britanniques à s'engager dans la lutte anti-esclavagiste. Le livre de Cugoano était novateur. Avant sa publication, un petit nombre d'ouvrages sur l'esclavage rédigés par des auteurs africains ont été publiés avec le soutien des philanthropes anglais et avec un certain succès public. Mais il ne fait aucun doute que dans le monde occidental, Cugoano a été un pionnier de l'anti-esclavagisme, le premier Africain subsaharien anciennement esclave qui a ajouté à l'histoire de sa captivité un vaste réquisitoire contre le système et la culture qui l'avait réduit à l'état d'esclave. Cugoano s'est appuyé sur la Bible, le droit anglais et le droit naturel pour appeler à l'abolition immédiate de l'esclavage, ce que presque aucun abolitionniste européen n'était prêt à faire. Il rejette catégoriquement l'idée d'indemniser les propriétaires d'esclaves et il envisage même l'idée d'asservir les esclavagistes en guise de punition et de restitution. Après sa publication, ce texte remarquable semble malheureusement avoir disparu en Grande-Bretagne, presque sans laisser de traces. Son destin a été très différent de celui des autres livres que je viens de mentionner, des appels politiquement modérés aux sentiments humanitaires du public britannique qui ont largement circulé. Hormis le prospectus de l'éditeur, il n'existe pas la moindre promotion ou notice du livre de Cugoano et aucune critique contemporaine n'a été publiée. Le livre n'a fait aucune apparition dans la presse publique anglaise. Il semble que le livre ait été trop radical au goût du principal groupe abolitionniste anglais, The Society for Effecting the Abolition of the Slave Trade, la Société pour l'abolition de la traite des esclaves, qui a choisi de ne pas le défendre ni d'en faire la promotion. L'appel de Cugoano à l'abolition immédiate de l'esclavage, et pas seulement de la traite des esclaves, allait à l'encontre de la stratégie soigneusement calibrée par le comité
pour gagner le milieu du Parlement et ne se montrant pas trop extrêmes. Étant donné le peu d'écho qu'il semble avoir eu en Angleterre, il est frappant de constater que le livre de Cugoano a été rapidement traduit en français. Il paraît l'année suivante, en 1788, année où est fondée le 19 février la première société abolitionniste française, la Société des Amis des Noirs, par Jacques-Pierre Brissot d'Ouarville et Étienne Clavière, et qui compte parmi ses membres le marquis de Lafayette, le comte de Mirabeau et le marquis de Condorcet. L'abolition de la traite était leur objectif principal. À cette époque, les navires français transportaient des dizaines de mille de personnes africaines chaque année aux colonies. 4000 personnes à Saint-Domingue seul en 1790. Presque 30% étaient des enfants et peut-être 13% ont péri durant le voyage. Cette traduction représente un grand investissement culturel et matériel. Le livre a été imprimé en 2 formats, un duodécimo compact imprimé sur papier ordinaire en haut et un grand octavo imprimé sur du beau papier, une édition plus importante destinée à un public d'élite en bas. Un exemplaire a probablement été envoyé au roi par les responsables de l'édition de la traduction française. Il existe à la BNF un exemplaire, et c'est ça et ça, sur beau papier, relié en rouge marocain et portant en or les armes royales de Louis XVI qui se trouvaient à l'origine à la Bibliothèque royale. Nous ne pouvons pas savoir avec certitude qui a entrepris la traduction et l'impression des réflexions, mais nous voulons proposer que Nicolas de Carita, le marquis de Condorcet, ait été l'agent principal qui a fait connaître au peuple français la puissante critique de Cugoano contre l'esclavage. Condorcet est alors l'un des abolitionnistes français les plus en vue. Membre de la première heure de la Société des Amis des Noirs et l'un des plus actifs, il en devient le président en janvier 1789. Ses engagements anti-esclavagistes remontent aux années 1770, lorsqu'il écrit pour la première fois sur les méfaits de l'esclavage et du racisme dans ses remarques sur les pensées de Pascal. Il y décrit l'esclavage comme un crime public, une violation du droit naturel qui ne peut jamais être légitimé par le droit étatique. Et je cite, « Arracher des hommes de leur pays par la trahison et par la violence, s'accoutumer à ne mettre aucune différence entre eux et les animaux, voilà comme nous traitons d'autres hommes. Ce serait une horrible barbarie si ces hommes étaient blancs, mais ils sont noirs et cela change toutes nos idées. » Condorcet a publié son ouvrage abolitionniste le plus complet, Les réflexions sur l'esclavage des nègres, sous le pseudonyme provocateur de M. Schwartz, soi-disant pasteur évangélique suisse-allemand. Il publie une 2e édition de ce livre en 1788, l'année de la fondation des Amis des Noirs et de la publication de la traduction de Cugoano, une année où la cause de l'abolition est au premier plan de ses préoccupations politiques. Et je note ici en haut qu'en 1790, il reconnaissait le livre comme étant le sien, c'est-à-dire le livre de M. Schwartz. Dans les réflexions de M. Schwartz, Condorcet soutient que l'abolition de l'esclavage nécessiterait une préparation minutieuse avec suite et fermeté de la part des amis de la raison, de la justice et de l'humanité qui s'étaient engagés en faveur de l'abolition totale. Pour la révolution, en ces mots, nécessaire à l'abolition de l'esclavage, il faut convaincre le souverain et l'opinion publique. L'édition française du texte de Cugoano a apparemment été produite précisément pour répondre à ce double objectif de faire progresser un plus grand public ainsi que les élites politiques jusqu'au roi même, en les confrontant à un argument selon lequel la justice et la prudence exigent l'abolition immédiate de la traite des esclaves et de l'esclavage lui-même. La double stratégie d'impression des réflexions de Cugoano, une édition bon marché destinée à une large diffusion et une édition d'élite comprenant un exemplaire envoyé au roi,
a permis de réaliser un projet que Condorcet avait déjà esquissé. Compte tenu de ce que Condorcet avait écrit sur l'esclavage des Africains au cours de la décennie précédente et même plus, on peut imaginer que ce livre l'aurait frappé comme la réalisation d'un grand désir, qu'un Africain natif qui avait été réduit en esclavage, puis familiarisé avec les deux piliers sociaux que sont la religion et le droit, met à profit son expérience et son éducation en publiant une réfutation complète de l'institution et de la pratique de l'esclavage. L'existence même du livre de Cugoano a permis de démentir deux faussetés qui, selon Condorcet, compromettaient fondamentalement la possibilité de la fraternité humaine. Premièrement, que l'esclavage est une entreprise commerciale légitime, et deuxièmement, que les races non européennes sont inférieures et donc incapables d'être concitoyens et des partenaires commerciaux fiables. La page de titre de la traduction attire l'attention sur l'autorité de Cugoano en tant qu'Africain, esclave à Grenade et libre en Angleterre, et l'appareil éditorial fait souvent référence à l'auteur africain, soulignant ainsi la nouveauté et l'importance de cette figure d'auteur. Un certain nombre d'arguments de Cugoano s'accordent avec les engagements que Condorcet avait formulés dans ses écrits avant 1788. Et je l'ai listé ici. L'émancipation immédiate est la seule politique vraiment juste. L'émancipation est économiquement viable et même avantageuse pour la nation. L'asservissement est un acte de vol. Les arguments présentant les esclaves africains comme des prisonniers de guerre capturés lors de batailles tribales ne sont pas convaincants. Les commerçants européens provoquaient plutôt des guerres africaines afin de générer un marché d'esclaves. L'esclavage étant un crime, même s'il n'est pas reconnu comme tel par l'État, les esclavagistes n'ont aucun droit de propriété sur ce qu'ils prétendent posséder, ni aucun droit à compensation si l'État abolit l'esclavage. Au contraire, ce sont les esclavagistes qui doivent restitution aux esclaves émancipés. Pour tous ces arguments, Condorcet aurait trouvé dans le livre de Cugoano une corroboration de ses propres opinions. À certains égards, toutefois, l'argumentation de Cugoano était beaucoup plus radicale que celle de Condorcet, surtout dans son insistance sur l'abolition immédiate de l'esclavage et dans son appel à la pénitence et à de vastes projets de restitution et de réparation de la part des nations détentrices d'esclaves. Comme la majorité des abolitionnistes britanniques et français de l'époque, Condorcet soutenait que les considérations pratiques rendaient nécessaire l'abolition progressive de l'esclavage par une série d'étapes. Selon le plan qu'il propose dans l'ouvrage de M. Schwartz, l'abolition complète de l'esclavage n'interviendrait pas avant 70 ans. Si Condorcet est bien le traducteur, sa décision de publier le traité de Cugoano indique son empressement à faire circuler les idées plus radicales que celles qu'il était prêt à avouer dans ses propres publications. Il montre qu'il souhaitait évaluer la manière dont les arguments radicaux d'un auteur africain pourraient être accueillis par le public français et encourager le sentiment public à l'égard de l'abolition à une époque où la cause anti-esclavagiste était l'un de ses engagements les plus chers et occupait une partie considérable de son temps. Je vais développer cet argument en 4 étapes. Premièrement, je décrirai les éléments clés de l'argument de Cugoano, ou quelques arguments clés. Deuxièmement, je présenterai les preuves de l'attribution de la traduction à Condorcet. Troisièmement, je discuterai de l'importance du rôle possible de Condorcet dans cette traduction. Et enfin, je dirai quelques mots sur ce que cet épisode pourrait nous apprendre sur le contexte plus large du mouvement anti-esclavagiste en Grande-Bretagne et en France à la veille de la Révolution. Alors d'abord, l'argument de Cugoano. Contrairement à d'autres ouvrages écrits par des auteurs africains au XVIIIe siècle, Thoughts and Sentiments n'est pas principalement une autobiographie. Il dénonce le racisme et l'esclavage de manière très argumentée sur la base de la Bible, du droit naturel et du droit anglais. Comme l'ont montré de récentes études, Cugoano avance un certain nombre d'arguments d'une grande originalité. Selon Sankarmuthu, Cugoano était rare parmi les auteurs abolitionnistes, en ce sens qu'il situait l'esclavage atlantique dans un réseau plus vaste d'activités d'exploitation qui relie tous les coins du globe.
Il développe également ce que Adam Dahl appelle une théorie créolisée de la liberté naturelle, qui s'appuie sur une récupération des idées et des pratiques politiques africaines, en plus des arguments religieux et juridiques européens. Je souhaite mettre l'accent sur deux arguments centraux du texte de Kugoano, d'abord sur l'abolition immédiate et ensuite sur les devoirs nationaux de restitution et les châtiments qui attendent les Anglais s'ils ne réparent pas les maux qu'ils ont causés. Premièrement, la caractéristique la plus radicale du livre dans son contexte politique est sa demande d'abolition immédiate de l'esclavage. Cet argument repose sur son analyse et sa comparaison du droit biblique et du droit pénal britannique. Selon Kugoano, les lois de la soi-disant civilisation ont renversé l'ordre de la loi divine. Elles punissaient systématiquement de mort le simple vol de biens, alors que la Bible montre que la bonne réponse au vol est le pardon, l'indulgence dans la punition et l'accent mis sur la restitution. En revanche, la civilisation européenne envisageait le vol d'êtres humains comme s'il ne s'agissait pas d'un crime du tout. Tenant la nation britannique dans son ensemble pour coupable du crime d'esclavage, il demande aux Britanniques de concevoir un plan pour l'abolition immédiate de l'esclavage en Grande-Bretagne. Il plaide ainsi, selon les termes de la traduction, « La liberté de tous les nègres employés dans les colonies doit donc sans délai remplacer l'esclavage. Le travail des nègres libres serait aussi utile que celui de toute autre classe d'hommes. Mais même si l'abolition totale de la servitude causait aux colons quelques pertes, ce serait juste. Le crime doit être puni. Cela rendrait service au public. » Deuxièmement, il fait valoir la responsabilité collective des peuples de Grande-Bretagne pour entreprendre une réparation globale des relations avec les personnes asservies et les entités politiques africaines qui avaient été dévastées par le commerce triangulaire. Tout en insistant sur le fait que le mal de l'esclavage était irréparable, il écrit de manière émouvante sur la nécessité de faire, et je cite la version anglaise, une juste commutation pour ce qui ne peut pas être entièrement restauré, afin de réparer dans la mesure du possible les dommages déjà causés. Et vous voyez l'anglais en bas ici, que je viens de lire. Kugoano appelle la nation à faire un bilan collectif à sa participation au crime de l'esclavage, une, je cite, réforme universelle et un repentir national. Cela devrait inclure des journées nationales de deuil et de jeûne, ainsi qu'une enquête nationale sur leur longue complicité dans ce grand mal grand et prééminent. Cette prise de conscience nationale devrait conduire les Britanniques à transformer non seulement leur colonie de plantation, mais aussi l'ensemble de leur politique internationale. Si les Britanniques détruisaient la traite des esclaves et concluaient des alliances authentiques avec les royaumes africains, le commerce mutuellement bénéfique entre l'Europe et l'Afrique pourrait remplacer la traite des esclaves et, je cite, « les portes de l'hospitalité s'ouvriraient en abondance en Afrique ». Mais il évoque également l'histoire difficile de la colonie de Sierra Leone pour justifier son pessimisme quant à la volonté des Britanniques de traiter les États africains avec le respect qu'elles leur doivent. Car malgré cette vision cosmopolite des relations futures entre les entités politiques européennes et africaines qui pourraient suivre une vraie transformation, le ton dominant de Kugoano est celui de la condamnation. En anglais, on dit Jeremiad, mais on m'a dit qu'en français, on ne dit pas Jérémiade. Mais c'est un genre biblique qu'il utilise. Il avertit les Britanniques à plusieurs reprises que leur incapacité à reconnaître la criminalité et le péché de l'esclavage, à abolir immédiatement et à entreprendre sa réparation, entraînerait la fureur de la vengeance divine. Kugoano condamne la vengeance humaine comme n'étant pas chrétienne et comme une arrogance inappropriée du pouvoir de punition de Dieu. Mais ses arguments en faveur de la criminalité de l'esclavage et du devoir de repentance l'amènent à faire une suggestion particulièrement explosive. Les anciens esclavagistes impénitents pourraient, à juste titre, être tenus en esclavage par la communauté
mis au travail pour des tâches d'intérêt commun telles que la remise en état des terres en friche, afin de dédommager les personnes lésées et de se réformer eux-mêmes. Il est frappant de constater que c'est cette section que la traduction française relègue en note de bas de page, en affirmant qu'il semblait approprié d'expurger une, je cite, assez longue dissertation sur le droit pénal qui n'a rien à voir avec la traite des esclaves. Le traducteur met ainsi habilement entre parenthèses un argument controversé tout en le préservant. Il se peut même que le traducteur attire l'attention sur le passage tout en prétendant le présenter comme une sélection d'intérêts purement techniques ou historiques. C'est l'un des nombreux moments du texte qui témoignent de la profonde intentionnalité de la traduction. Kugo Anno termine son livre par une prédiction finale de la vengeance divine qui suivra l'échec de la nation à réparer les maux de l'esclavage. L'anglais de Kugo Anno est ambigu quant à la forme que prendra cette vengeance. Son langage est métaphorique. Il part du tonnerre roulant qui déchirera les montagnes et fendra les rochers. La possibilité d'une violence rétributive de la part des Africains n'est que suggérée. La traduction française, avec quelques changements mineurs mais significatifs dans les dernières phrases, insère une prédiction explicite d'un soulèvement d'esclaves. Je cite, à droite. Sans doute, ce n'est pas moi qui déterminera de quelle manière les plaintes des nègres se feront entendre. Je dois cependant dire que leurs gémissements ont dû frapper vos oreilles. La bonhomie des Noirs deviendra une fureur indomptable qui renversera tout. Le traducteur choisit de résoudre l'ambiguïté du texte dans le sens le plus militant que le texte permet. Loin de tenir le livre de Kugo Anno à distance, comme l'avait fait la société anglaise, l'abolitionniste français responsable de cette traduction semble en épouser, voire en intensifier sa radicalité. Maintenant, je voudrais vous parler de la thèse selon laquelle Condorcet serait le principal traducteur du livre de Kugo Anno. Michael Suarez et moi-même documentons l'attribution à Condorcet de manière plus complète dans l'article que nous sommes en train de rédiger. Pour l'instant, je voudrais présenter brièvement 3 types de preuves, bibliographiques, biographiques et textuelles. Alors, tout d'abord, la bibliographie. La première preuve de la responsabilité de Condorcet dans la traduction réside dans les catalogues de l'éditeur de l'ouvrage, Jean-François Royer, qui mentionne à plusieurs reprises Condorcet comme traducteur. Voici un exemple datant d'environ 1796, 2 ans après la mort de Condorcet. Voilà. Condorcet a publié son ouvrage mathématique, Lettres de M. Euler, avec Royer à la même époque que la traduction. À la mort de Condorcet, le projet mathématique était inachevé et Royer l'a complété en 1804 avec le livre Éléments du calcul des probabilités. Dans ses promotions pour ce livre, Royer annonce la disponibilité d'autres livres de Condorcet, y compris la traduction de Kugo Anno. J'ajouterai que dans les promotions de l'ouvrage du vivant de Condorcet, la traduction reste anonyme et ce n'est qu'après la mort du philosophe que Royer y attache son nom. Ici, une promotion du livre se plaint qu'on oublie dans nos 1001 journaux d'entendre et de citer un nègre affranchi de bonne heure et instruit qui plaide lui-même en sa propre cause. Mais ce n'est pas lié à Condorcet. En outre, l'exemplaire de l'ouvrage conservé à la bibliothèque de l'Université de Chicago porte sur la page de titre la mention par Condorcet écrite à l'encre en caractères du XVIIIe siècle. Ces éléments de preuve nous semblent probablement distincts, bien qu'il soit possible que la personne qui a écrit cette annotation ait tiré ces informations d'une circulaire de l'éditeur. L'argument biographique concerne ce que le traducteur nous a dit de la source de sa connaissance du livre de Kugo Anno. C'est grâce à M. Piatoli, qui a vécu longtemps à Londres. C'est une phrase du traducteur. Condorcet connaissait Scipione Piatoli, un prêtre florentin qui travaillait pour des familles de la noblesse polonaise à Paris et à Londres. Condorcet avait évalué favorablement un ouvrage de Piatoli 10 ans plus tôt,
ouvrage que le traducteur mentionne dans sa référence à Piattoli. Pour l'information précieuse de cette notice critique dans le Mercure de France, ici, je remercie Gabriel Darriulla, un expert de la pensée de Condorcet, dont je suis heureux de dire qu'il est ici aujourd'hui. De plus, Condorcet et sa femme, Sophie de Grouchy, travaillaient pendant l'année de la traduction avec Filippo Mazzei, un ami de Piattoli, sur un texte concernant l'Amérique. Piattoli et Mazzei étaient tous deux membres correspondants de la Société des Amis des Noirs. En parenthèse, étant donné que Sophie de Grouchy allait bientôt devenir une traductrice active d'ouvrages en anglais, il convient de se demander si Condorcet et Grouchy n'auraient pas collaboré à la traduction. Grouchy et Condorcet s'étaient mariés 2 ans plus tôt, en 1780, et en 1788, grâce à la nomination de Condorcet au poste d'inspecteur général des monnaies, ils étaient installés à l'Hôtel des Monnaies où Grouchy tenait un salon fréquenté par des visiteurs américains et britanniques. Grouchy fut la première femme à adhérer à la Société des Amis des Noirs lorsque Condorcet la présenta comme membre le 23 juin 1789. Piattoli, étranger en Angleterre comme il était en France, venait donc de l'extérieur du cercle du Comité de Londres, le groupe d'hommes d'affaires qui, dans leur campagne pour l'abolition de la traite, avait tenu Cugoano et son texte à l'écart. Comme l'atteste sa note au traducteur français, Piattoli tenait Cugoano en haute estime pour sa fidélité, son exactitude et son intelligence. Il serait logique que, reconnaissant le livre comme un document étonnant, il ait choisi de l'envoyer à son ami Condorcet, un défenseur illustré de l'abolition, pensant que Condorcet trouverait un esprit sympathique et convaincant dans les mots de Cugoano. Piattoli assure à son correspondant que le livre a, je cite, « produit la plus grande sensation à Londres ». Comme j'ai dit, l'évaluation de Piattoli ne correspond pas à ce que nous savons de l'accueil réservé au livre de Cugoano. L'exagération de Piattoli était peut-être un vœu pieux. Probablement, il espérait aussi attirer l'attention de son correspondant très occupé pour qu'il s'intéresse de près au manifeste de Cugoano qui n'avait aucun parallèle ni précédent. Alors ça, c'est les indices biographiques. Troisièmement, une note dans la préface du traducteur fournit des éléments textuels suggestifs. La note se lit, et je cite, « Les Anglais publient maintenant une foule d'ouvrages en faveur des nègres, et l'Europe les applaudit. Mais je dois rappeler que l'auteur des notes sur les pensées de Pascal, c'est-à-dire Voltaire dans l'édition établie par Condorcet, Monsieur de Saint-Lambert dans le Conte de Ziméo, Monsieur l'abbé Raynal dans son Histoire philosophique, Monsieur Garat dans une note du poème des Mois, Monsieur le Chevalier de Saint-Pierre dans son voyage à l'île de France, et surtout Monsieur Schwartz ont écrit avec beaucoup de force contre l'esclavage des nègres. La dernière mention, Monsieur Schwartz, fait bien sûr référence aux réflexions de Condorcet. De plus, et je remercie encore Gabriel Darriulla d'avoir attiré notre attention sur ce fait, cette liste correspond à une liste de textes anti-esclavagistes que Condorcet lui-même a inclus dans un autre de ses écrits sur l'esclavage datant de cette période, sa lettre à un marquis. Le fait que le traducteur se réfère à Voltaire non par son nom, mais comme l'auteur des notes sur les pensées de Pascal, peut constituer un indice supplémentaire. Condorcet était lui-même l'éditeur de ce volume des pensées de Pascal avec les notes de Voltaire, et c'est là, comme j'ai cité plus tôt, où il a publié sa première critique de l'esclavage. Donc, Condorcet s'insère peut-être même 2 fois avec un clin d'œil espiègle dans ce moment de la préface du traducteur. Les références au texte de M. Schwartz et aux remarques sur les pensées de Pascal nous rappellent que certains de ses principaux engagements abolitionnistes étaient étroitement liés à ceux de Cugoano. En particulier, l'insistance sur le fait que l'esclavage est un crime, et même un crime particulièrement insidieux, précisément parce qu'il s'agit d'un crime approuvé par les lois de la société.
et l'argument selon lequel le racisme est essentiel au fonctionnement et à la survie d'un système aussi manifestement criminel. Nous ne puissions pas encore prouver définitivement que Condorcet était la force motrice derrière cette traduction. Je veux mentionner quelques doutes et questions. Tout d'abord, Cugoano et son livre ne sont jamais mentionnés dans les documents et la correspondance de Condorcet, autant que nous savons. Il n'existe pas non plus de correspondance directe avec Piattoli. On ne sait pas si Condorcet était un traducteur actif ou compétent, bien qu'il ait certainement suivi de près les débats politiques en Angleterre et en Amérique. Au XIXe siècle, la traduction a été attribuée à deux autres hommes, sans grande justification, Antoine Dianière, économiste politique et biographe de Condorcet, et Antoine Gibert Griffet de la Baume, traducteur prolifique d'œuvres de l'anglais. Ces deux attributions apparaissent dans le dictionnaire des ouvrages anonymes et pseudonymes d'Antoine-Alexandre Barbier à partir de 1806. Barbier était le principal bibliographe français de son époque et le bibliothécaire en chef de l'État sous le directoire et le consulat. Mais Barbier lui-même donne des raisons de douter de ses attributions, car ses livres sont truffés d'erreurs, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui dans sa deuxième édition. En plus, ce qui est intéressant pour nous, il écrit que parmi ses sources pour améliorer les attributions, la première est constituée par les notes manuscrites trouvées sur les copies des œuvres dont, je cite, « rien n'est plus authentique », c'est-à-dire comme notre exemplaire de l'Université de Chicago. Enfin, le livre de Cugoano est, comme le souligne le traducteur, écrit dans un langage fortement scriptural et religieux. C'est la caractéristique qui semble la plus en contradiction avec le rationalisme philosophique, l'anticléricalisme et la critique du christianisme de Condorcet. Le traducteur de Cugoano n'aurait pas évidemment eu besoin de partager ses engagements religieux pour considérer son livre comme un texte digne d'être présenté aux Français, en particulier en raison de son autorité unique en tant que témoignage d'un ancien esclave africain. Mais il est également vrai que les passages bibliques sont ceux qui sont le plus souvent supprimés par le traducteur. Et Condorcet était bien conscient de la force rhétorique de la Bible pour la cause abolitionniste, surtout chez les Anglais. Après tout, il avait choisi un pasteur évangélique, ce M. Schwartz, pour incarner son propre argumentaire abolitionniste. Je viens maintenant à la troisième partie de mon intervention pour proposer que les engagements anti-esclavagistes de Condorcet avant et pendant la Révolution rendent plausible et significatif le fait qu'il ait pu entreprendre cette traduction et cette publication. Tout d'abord, Condorcet s'intéresse depuis longtemps à l'engagement intellectuel avec les Africains, un intérêt qui remonte à sa première mention de l'esclavage dans une lettre de 1773 à Benjamin Franklin et qu'il a réitéré à maintes reprises dans ses écrits. Ces réflexions de M. Schwartz commencent par une lettre dédicatoire aux nègres esclaves qu'il adresse à ses amis et frères, déplorant les obstacles qui empêchent la communication entre eux et lui. Elle se lit, je cite, « Je sais que vous ne connaîtrez jamais cet ouvrage et que la douceur d'être béni par vous me sera toujours refusée. Mais j'aurai satisfait mon cœur déchiré par le spectacle de vos mots, soulevé par l'insolence absurde des sophismes de vos tyrans. » Ensuite, comme je l'ai dit, Condorcet partageait avec Cugoano un certain nombre d'engagements anti-esclavagistes essentiels. Le plus frappant est leur insistance commune sur le caractère criminel de l'esclavage. C'était le thème central de la première critique approfondie de l'esclavage par Condorcet dans les remarques sur les pensées de Pascal. Il y aborde l'esclavage comme une illustration du grand tort causé à l'humanité par les crimes que les gens commettent sans remords en raison de leur contexte social, parce que, je cite, « l'habitude ou la fausse conscience nous font penser qu'ils sont innocents ou même vertueux. » En insistant sur la criminalité de l'esclavage, Cugoano et Condorcet, tous deux, ont largement évité la veine humanitaire et sentimentale commune aux travaux abolitionnistes de l'époque.
pourtant qu'il y a un peu de tone humanitaire dans la lettre dédicatoire que je viens de citer. Par contraste, l'importance principale du rôle éventuel de Condorcet dans la traduction ne réside pas, je crois, dans ses points d'accord avec Cugoano, mais plutôt dans leur différence la plus frappante. Là où Cugoano appelait à une abolition immédiate, Condorcet était un gradualiste déterminé, comme la quasi-totalité des abolitionnistes français et anglais, y compris Brissot, Mirabeau et l'abbé Grégoire. Tous ces gens poursuivaient l'abolition de la traite en premier lieu, et puis l'abolition de l'esclavage par étapes, en commençant souvent par l'émancipation des enfants nés des femmes asservies, une politique que la Pennsylvanie avait adoptée en 1780 et que Condorcet avait suivie dans ses réflexions de Schwartz. Le gradualisme de Condorcet est devenu quelque peu notoire dans les écrits scientifiques récents. L'historien Laurent Dubois a qualifié la politique de Condorcet d'une sorte de racisme républicain, car il a utilisé une histoire abolitionniste de la brutalité de l'esclavage pour justifier l'exclusion raciale continue. Bien qu'il ait soutenu que l'abolition immédiate soit, je cite, le seul moyen de détruire l'esclavage qui soit rigoureusement conforme à la justice, il croyait que les considérations pragmatiques déconseillent l'abolition immédiate de l'esclavage. Il justifie une longue période de transition, la brutalisation des esclaves par l'expérience de l'esclavage les rendant temporairement, en son avis, incapables d'exercer leurs droits naturels. Il serait donc dangereux pour eux, comme pour leurs concitoyens, que les esclaves soient immédiatement libérés et bénéficient de tous les droits légaux. Le gradualisme de Condorcet se poursuit pendant la période révolutionnaire, lorsqu'il concentre ses efforts sur l'abolition de la traite et cherche à rassurer le public sur le fait que les Amis des Noirs est un mouvement politique raisonnable. Dans un appel à l'électorat français qu'il rédige au nom des Amis des Noirs, un appel au bailliage à inclure l'abolition dans leur cahier de doléances, il écrit, je cite, « Nous savons qu'il est des injustices qu'un jour ne peut réparer. Aussi, nous ne vous demandons point de voter la destruction actuelle de ces mots. » En publiant le texte de Cugoano, Condorcet, s'il en était le traducteur, mettait à la disposition du public français les arguments en faveur de l'abolition immédiate, même s'il n'était pas prêt à l'époque à les présenter en son propre nom. En même temps, il montre que la brutalisation qu'il craint peut être surmontée. Ces deux aspects pourraient peut-être tempérer l'accusation de racisme républicain. Selon le traducteur de Cugoano, le livre était à la fois un argument puissant en faveur de la criminalité de l'esclavage et une preuve de la capacité des personnes asservies à surmonter les effets de la brutalité de ce système. Je cite, « Le bon Cugoano démontre à tous les lecteurs que l'esclavage est un crime et son ouvrage et ses qualités prouvent que les nègres ne sont pas des hommes dégénérés et qu'ils peuvent avoir des vertus et des talents. Les Africains esclaves sont vicieux, oui, mais leurs vies sont l'ouvrage des colons. Ils naissent avec les passions vers le bien. Elles ressemblent à celles de tous les peuples élevés dans un état demi-sauvage et n'ont jamais été un obstacle à la civilisation. » J'espère qu'il est maintenant clair que cet ensemble de revendications correspond assez étroitement à des engagements centraux de Condorcet, y compris ses préoccupations qui nous troublent autant que maintenant, ces préoccupations concernant les effets de l'esclavage sur le caractère des personnes asservies. Et on pourrait ajouter aussi que ce passage correspond assez étroitement à la théorie du progrès de la civilisation élaborée dans son ouvrage posthume Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain. Dans quelle mesure, on pourrait demander, les textes anti-esclavagistes de Condorcet écrits après 1788 pourraient-ils prouver qu'il a été influencé par sa lecture de Cugoano? Je dois avouer que nous n'avons trouvé aucune preuve évidente d'influence. Cela dit, un thème émergent dans les écrits de Condorcet datant de l'époque révolutionnaire pourrait être lié à l'argument de Cugoano.
Il s'intéressait à l'établissement des relations commerciales avec les pays de l'Afrique de l'Ouest, à la fois pour établir les relations commerciales plus salutaires avec une région dévastée par la traite et pour remplacer les produits des plantations esclavagistes par des produits cultivés par une main-d'œuvre libre. Dans un manuscrit sur la traite des esclaves, probablement rédigé au cours du premier semestre de 1790, Condorcet affirme qu'il est dans l'intérêt national de la France de tenter d'imiter les premiers efforts de la Grande-Bretagne en matière de commerce en Afrique de l'Ouest. Et je cite, les côtes d'Afrique, celles de Barbarie, l'Égypte, la Syrie, quelques îles de la Méditerranée peuvent nous procurer un jour les mêmes denrées que les îles d'Amérique et à un prix plus avantageux. Les Anglais ont déjà tenté quelques essais sur les côtes d'Afrique. Cugoano aurait été une source précieuse pour de telles réflexions, mais évidemment pas la seule. Pour conclure, je voudrais réfléchir brièvement à ce que cet épisode pourrait nous apprendre sur les liens et les différences entre les mouvements anti-esclavagistes anglais et français. Comme l'original anglais de Cugoano, la traduction française semble malheureusement avoir peu circulé. Son éditeur a continué à annoncer la vente d'exemplaires jusqu'aux premières années du XIXe siècle, ce qui suggère qu'il disposait encore d'un certain nombre d'exemplaires à vendre. Il reste aujourd'hui très peu d'exemplaires du livre, une poignée dans les bibliothèques françaises et américaines et peut-être un seul dans une bibliothèque britannique. On sait que le planteur de Saint-Domingue, Moreau de Saint-Méry, l'un des dirigeants du Club Massiac, le lobby pro-esclavagiste, en possédait un exemplaire dans sa bibliothèque, et l'abolitionniste l'abbé Grégoire part de Cugoano dans son livre de la littérature des nègres, publié en 1808, où il souligne l'argumentation religieuse de Cugoano et en particulier son insistance sur le châtiment divin pour le crime de l'esclavage. Grégoire a fait d'ailleurs une erreur de lecture qui a conduit à une longue confusion sur la biographie de Cugoano. Il a confondu une référence à Dieu avec une référence à un lord anglais. Il a inventé ce caractère. Oui, on a essayé de trouver ce Lord Hoth, mais il n'existe pas parce que c'était une référence à Dieu, the Lord of Hosts. Mais au-delà de ces exemples, il existe peu de preuves de la circulation ou du lectorat du livre de Cugoano. Que s'est-il passé en France? Pourquoi le livre n'a-t-il pas circulé? Je voudrais suggérer que les raisons de l'échec de la diffusion du livre en France ont pu être très différentes de celles de l'Angleterre. Alors qu'il semble que le radicalisme du livre ait conduit la société abolitionniste anglaise à le tenir à l'écart, cela pourrait avoir été une raison essentielle de son attrait pour le mouvement français. Il est clair que quelqu'un en France a sérieusement investi dans ce livre. Et bien que le livre n'apparaisse pas dans les discussions de la Société des Amis des Noirs, Brissot a promu la traduction parmi les ouvrages remarquables de la Bibliothèque de la Société dans son journal Le Patriote français en mai 1790. Et c'est en haut, voilà, je crois, mais c'est plus large ici. C'est le même truc que je viens de citer avant, où Condorcet a avoué son livre de Schwartz. Les abolitionnistes français étaient donc prêts à défendre ce livre, ce qui n'était pas le cas de leurs homologues anglais. Nous pensons plutôt que le livre de Cugoano a été victime de l'échec plus général de l'ambitieux programme de publication de la Société des Amis des Noirs, qui a été provoqué par les crises intérieures de 1788 qui ont conduit à la Révolution. Comme le montre le registre de la Société, son fondateur Brissot considérait la publication de traductions d'ouvrages anti-esclavagistes britanniques comme sa tâche la plus urgente dès la première réunion de la Société le 19 février 1788.
Pourtant, au mois de mai, 3 mois seulement après sa fondation, la Société vota le report de son programme d'édition en raison de la crise politique entre le roi et le Parlement de Paris, qui allait conduire à la convocation des États généraux. Comme le dit Brissot, les circonstances actuelles absorbant toute l'attention publique, on risquerait, en publiant les traductions des ouvrages anglais concernant la traite et l'esclavage des nègres, de ne pas être lus. Le destin très différent en Angleterre et en France du livre d'un autre auteur afro-britannique conforte cette idée. La célèbre autobiographie anti-esclavagiste de Lauda Equiano a été publiée à Londres en 1789. En Angleterre, le livre, avec son ton conciliant et son approche gradualiste de l'abolition, a été adopté par le comité, soutenu par d'importantes souscriptions et fréquemment réédité. Il connut 9 éditions anglaises avant la mort d'Equiano 8 ans plus tard et fut traduit en néerlandais et en allemand. Mais ce livre, étant publié après que le progrès de la Révolution française eut interrompu les activités publicitaires de la Société, n'a jamais été traduit en français au XVIIIe siècle. En fait, il a été traduit pour la première fois en 2008. Les processus de l'abolition en France et en Grande-Bretagne ont été très différents. Les abolitionnistes britanniques se sont organisés plus tôt et disposaient d'un réseau de partisans beaucoup plus solide. Ils avaient des sociétés dans toutes les grandes villes et un vaste projet visant à rassembler des preuves de la brutalité de l'esclavage et à publier et distribuer des livres et des pamphlets. Presque, je crois, 500 000 pages qu'ils ont imprimées pendant leur campagne. Pourtant, la Grande-Bretagne n'a aboli la traite qu'en 1807 et l'esclavage en 1834 à 1838. L'esclavage a été aboli bien plus tôt dans l'Empire français par le décret du 16 Pluviose en 2. Ce vote du 4 février 1794 est représenté dans ce dessin de Nicolas-André Monsiau, une scène qu'Adam Leibowitz décrit comme une extase de fraternité interraciale avec des citoyens noirs et blancs acclamant ensemble le vote. Au centre, le président de la Convention ouvre les bras pour embrasser l'un des députés de Saint-Domingue. Mais contrairement à l'impression donnée par ce dessin, le vote de la Convention n'était pas dû au simple triomphe d'un argument républicain ou humanitaire. En février 1793, Condorcet a présenté un projet de nouvelle déclaration des droits qui ajoute une disposition contre l'esclavage, mais ne déclare pas l'émancipation des populations asservies dans les colonies françaises. Ces 2 positions étaient adoptées par les montagnards. Rien n'est fait pour émanciper les populations asservies jusqu'à ce que la pression des soulèvements d'esclaves à Saint-Domingue oblige les commissaires républicains, Sontonax et Polverel, à entamer le processus légal d'émancipation en juin 1793. La Convention a voté tardivement en faveur de cette décision, un vote que l'historien Jeremy Popkin qualifie de impulsif. Malgré tout, la traduction du livre de Cugoano pourrait indiquer un élément important pour comprendre la trajectoire du mouvement abolitionniste en France. C'est la coexistence de multiples temporalités de l'abolition, d'arguments en faveur de ce qui était nécessaire, l'abolition immédiate, et de plans en faveur de ce qu'on pensait possible, l'abolition à étapes. Même si son programme principal était un projet pragmatique de gradualisme, le mouvement abolitionniste français s'est montré moins réticent que ses modèles britanniques à soutenir un appel à un programme plus radical. Et ils ont saisi l'opportunité de l'abolition immédiate quand elle s'est présentée. La première abolition française est ainsi le fruit de la combinaison d'une rébellion d'esclaves et de l'action des élites. Toutefois, le mouvement français étant moins enraciné dans la société que le mouvement anglais, la décision était aussi moins stable et Napoléon n'a pas rencontré de résistance généralisée lorsqu'il a rétabli l'esclavage en 1802. En Grande-Bretagne, l'évolution de l'abolition a été plus lente, mais aussi plus solidement ancrée dans la société. Le mouvement anti-esclavagiste français est ainsi difficilement
comparable avec avec le mouvement anti-esclavagiste relativement étendu de la Grande-Bretagne, et encore moins avec le vaste mouvement national de repentance et restitution envisagé par Cugoano. Car le programme d'abolition immédiate de Cugoano s'inscrivait dans le cadre de son appel à une prise de conscience profonde de la complicité de la société européenne dans l'esclavage. Il pensait que le travail de réparation et de restitution nécessiterait un engagement à long terme. La raison même pour laquelle ce texte fait partie de l'histoire intellectuelle française des Lumières est due en partie à cette vision profonde du travail multigénérationnel qui sera nécessaire pour faire face aux héritages de l'esclavage. C'est aussi l'aspect du texte qui résonne le plus puissamment pour nous aujourd'hui. Et merci. Merci infiniment, Jennifer, pour cette conférence qui est à la fois très érudite sur la question d'attribution, qui permet de s'appuyer sur un point très précis, et en même temps qui, vous l'avez bien tous et toutes compris, a des conséquences très larges pour ce qui est de la compréhension qu'on peut avoir de la radicalité de l'abolitionnisme français du XVIIIe siècle et des Lumières, contrairement à une image qui maintenant circule souvent, enfin d'une idée qu'on a souvent finalement d'un mouvement philosophique français des Lumières qui aurait été extrêmement modéré, voire réticent, voire même aveugle à la question de l'abolition de l'esclavage, et où l'abolition révolutionnaire de 1794 aurait été strictement imposée par les révoltes esclavagistes. On a là, à partir d'une enquête très précise et minutieuse, il me semble, une réévaluation non pas pour minorer évidemment l'importance des révoltes d'esclaves et de leur rôle dans la dynamique aboutissant à l'abolition, mais pour montrer que ça n'a été possible que parce que aussi il y avait déjà une réflexion, alors certes limitée au milieu des élites intellectuelles, mais déjà une réflexion très poussée et peut-être même plus radicale que ce qu'on pouvait trouver de l'autre côté de la Manche. Alors, Jennifer accepte de répondre à un certain nombre, à quelques questions. Donc, voilà, la parole est à qui souhaite intervenir. Si vous avez des questions, elle pourra répondre. Elle nous a fait la grande gentillesse de faire cette communication dans un français d'ailleurs impeccable. Mais... Voilà, bon. Mais voilà, tu verras si tu veux répondre en français ou en anglais. Je ne suis pas sûre d'arriver à répondre. Tu te sens toi autorisé à répondre si tu le souhaites en anglais.